africain qui couvre l'ensemble du continent, la première de l'histoire, 70 CEO de grands groupes africains, parce que c'était un peu le thème du forum l'an dernier, si vous n'êtes pas à la table, vous êtes au menu des discussions. Et donc on pense que l'Afrique doit être à la table. Mais pour être à la table, il faut parler d'une seule voix. Et donc l'intégration régionale, l'intégration économique, c'est un travail énorme, parce qu'il faut travailler sur tous les petits blocages qui permettent l'intégration régionale. Et il n'y a que l'intégration régionale qui permettra de parler d'une seule voix, mais aussi de faire émerger des champions régionaux, parce que les marchés africains pris unitairement sont petits, et donc on doit permettre cette intégration régionale qui fera émerger des leaders africains et qui permettra de faire porter la voix africaine. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Du 12 au 13 mai 2025, c'était lundi et mardi de cette semaine, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, s'est tenu ce qui est appelé la Africa CEO Forum. C'est un forum d'investissement. C'était la 12e édition de ce forum qui vise à attirer les investissements sur le continent africain. Évidemment, c'est une réunion importante sur le plan économique, mais également politique. On a vu, selon le rapport de ce forum, il y a eu plus de 2800 participants, ce qui est énorme, évidemment. Il y avait des investisseurs, mais également des décideurs. On a vu, par exemple, les 5 chefs d'État participer à cette réunion. Le président sud-africain, le président rwandais, le président sénégalais, le président mauritanien, évidemment, l'autre, le président ivoirien, Alassane Dramane Ouattara. Et donc, l'objectif est d'attirer les investissements sur le continent africain. Et d'ailleurs, c'est ce que disait le président Ouattara lors de la cérémonie d'ouverture. C'était lundi, le 12 mai. Le monde subit effectivement de profonds bouleversements et des mutations majeures sur les plans géopolitiques, économiques et financiers, environnemental et surtout du commerce international avec la politique des tarifs. Je souhaite que cette grande rencontre d'Abidjan soit un moment de vérité et d'engagement, réunissant les décideurs publics et privés pour concevoir ensemble des solutions concrètes, ambitieuses et adaptées à nos réalités, en vue de faire émerger la prochaine génération de champions africains. Mais on peut voir que parmi les participants, même si évidemment on s'est lancé des fleurs, même si le rapport dit qu'il y a eu plus de 200 millions de dollars d'accords signés au cours de cette assemblée, il y a des réticences. Il y a des gens, en fait, qui voient dans cette assemblée une sorte de réunion entre soi. Parce que c'est une réunion, en réalité, c'est un forum qui dit Africa CEO Forum, mais auquel ne participent pas tous les pays africains. Est-ce qu'on s'attendrait à ce qu'il y ait beaucoup plus de participants? Qu'est-ce qui est le cas aujourd'hui pour cette 12e édition qui s'est tenue en Côte d'Ivoire? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de participants? C'est qu'il y a des divisions dont on ne parlait pas. Commençons d'ailleurs par les organisateurs. C'est un forum qui est organisé, co-organisé par une société qui s'appelle IFC, International Finance Company. C'est une société de finance internationale, mais également par le groupe Jeune Afrique Media Group. Le groupe Jeune Afrique, bien connu, fondé dans les années 60 par le Tunisien Béchir Ben Ahmed et également, jusqu'à présent,
Le groupe est dirigé par son fils, Marwan Benyaomed. Vous savez, le groupe, justement, maintenant est sur la sellette. Il y a beaucoup d'Africains qui accusent Jeune Afrique, comme maison de presse, de corruption, de connivence avec les chefs d'État africains peu recommandables. Mais là n'est pas le sujet. On dit que Jeune Afrique vend ses services aux plus offrants. Ce n'est pas une presse, selon les détracteurs, qui chercherait à faire le métier professionnellement parlant. Ça veut dire que c'est une société maintenant qui opère pour soigner l'image de certains chefs d'État moyennant finances. Et on voit souvent sur les réseaux sociaux beaucoup de gens qui publient des contrats entre le groupe Jeune Afrique et certains chefs d'État. On a vu par exemple un pays d'Afrique de l'Est dont le président était présent au forum d'Abidjan. Il y a eu des publications, des contrats qui seraient de l'ordre de 250 000 $ dus par le gouvernement de ce pays au groupe Jeune Afrique. Donc, ça veut dire que le forum qui est organisé par ce groupe, Jeune Afrique Media Group, est un forum aux yeux de certains qui est suspect. Une des raisons qui fait que beaucoup de pays ne participent pas à ce forum d'investissement. C'est ça justement, parce que c'est un forum qui est organisé par un groupe que beaucoup ne tiennent pas dans leur cœur. Ça veut dire donc que c'est un forum, normalement, quand on essaie d'y voir de plus près, qui est composé des gens qui sont, pour parler maintenant dans des termes géopolitiques, qui sont plutôt proches des pays occidentaux. Vous voyez par exemple, ce forum qui s'est tenu en Côte d'Ivoire n'a pas connu la participation des États du Sahel. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes entre, par exemple, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire et entre les deux autres États du Sahel, des États du Sahel avec la Côte d'Ivoire. Par exemple, il y a eu la participation du président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Il y a eu la participation du Bénin, même s'il n'y avait pas le président lui-même. Mais ça veut dire que ce sont en fait des participants qui viennent des pays très proches des vues des Occidentaux. Puisque, selon certains, le groupe Jeune Afrique, qui est co-organisateur de cette assemblée, est lié aux intérêts financiers des Occidentaux. Et par exemple, tenez, au moment même où se tenait ce forum à Abidjan, Côte d'Ivoire, il y avait dans le même temps, en Éthiopie, un forum organisé par l'État éthiopien, et sur le même thème, le thème d'investissement. Comment attirer les investissements en Éthiopie? Et selon le communiqué du gouvernement éthiopien, il y a eu beaucoup de milliards d'accords signés entre les entreprises éthiopiennes et le gouvernement éthiopien et les entreprises chinoises essentiellement. Vous voyez? Donc, il y a des entreprises peut-être occidentales qui étaient dans le forum Africa-Sio Forum à Abidjan. Dans le même temps, il y avait des entreprises chinoises et russes et turques qui étaient en Éthiopie pour un seul pays. Et donc,
c'est un forum d'investissement, mais lié également aux intérêts géostratégiques de certaines puissances. Et là, ça veut tout dire. Et quand vous voyez, par exemple, les chefs d'État qui ont pris part aux travaux de ce forum d'Abidjan, enfin, il y a évidemment le président Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud, dont le pays, normalement, est considéré comme un pays hybride. Ça veut dire qu'il essaie de parler avec tout le monde. Et ce n'est pas péjoratif si je dis cela. C'est que l'Afrique du Sud, qui est membre des BRICS, c'est donc proche des pays de l'Est, essaie également de parler avec les Occidentaux. Vous savez, par exemple, que le président Ramaphosa se rendra la semaine prochaine à Washington pour discuter avec le président Donald Trump des problèmes qui opposent actuellement les deux pays. Donc, lui, Ramaphosa, était, dans ce sens, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais il y a d'autres présidents, par exemple le président rwandais Paul Kagame, qui, selon les analystes, était là, non pas pour attirer les investisseurs dans son pays, le Rwanda, mais plutôt pour chercher des soutiens. Vous savez qu'il est dos au mur à cause du conflit qui le lie, qui l'oppose à la République démocratique du Congo. Il y a des pourparlers qui sont en cours, mais ces derniers temps, le président rwandais était plus ou moins isolé sur la scène internationale à cause du soutien qu'il apporte à la rébellion du M23 qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, les analystes estiment que lui, il était là pour chercher des soutiens sur la scène internationale. Ça n'a rien à voir avec les investissements. Et donc, on a parlé des investissements qui vont avoir lieu, 200 millions de dollars d'accords signés pour attirer les investissements. Et tout le monde semblait très satisfait. Mais on ne parlait pas justement de cette division. Parce qu'il faut se le dire. Si on veut attirer des investisseurs en Afrique, il faut le faire de façon commune. Et ce forum, Africatio Forum, devrait normalement être organisé par l'Union africaine. Ce serait plus logique. L'Union africaine qui organise ce genre de réunion pour qu'on parle ensemble d'une même voix, voir ce qu'il faudrait faire pour qu'il y ait des investissements étrangers en Afrique. Mais non, il y a justement cette sorte de scission entre certains pays qui sont proches du groupe Jeune Afrique et d'autres pays qui ne sont pas en odeur de sainteté avec surtout les Occidentaux et donc avec le groupe Jeune Afrique qui ne se sentaient pas concernés. Et c'est très dommage, c'est très déplorable. Si on veut que cela change, il faudrait que justement tout le monde parle avec tout le monde, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et vous avez vu, par exemple, les interventions qui ont eu lieu au cours de ce forum. Chacun est revenu sur ce qui est considéré comme un frein aux investissements dans ce pays, par exemple. On a vu le président ghanéen dire qu'il est en train de faire des efforts pour qu'il réduise drastiquement la dette que son pays a contractée, surtout auprès des fournisseurs d'électricité, ce qui peut constituer un frein effectivement aux investissements. On a vu le Premier ministre guinéen qui, dans son intervention, a fait une annonce très importante que son pays organisera des élections présidentielles vers la fin de cette année. Ça veut dire en décembre 2025, parce que pour beaucoup d'investisseurs, la stabilité politique est très importante pour ce qui est des investissements. Et donc, il a fait cette annonce-là pour lever cette ambiguïté. Parce que les investisseurs ont besoin de savoir
si un pays est politiquement stable. Mais on a vu également le président Ramaphosa, sud-africain, et le président Paul Kagame a fait semblant de sceller une sorte de réconciliation après leur embrouille au début de cette année liée aux troupes de la SADC qui étaient présentes à l'est de la République démocratique du Congo. I mean, people may think that President Kagame and I are in conflict, and some of you may have thought that there's going to be fireworks as we're sitting close to each other. It is wonderful. Et donc, chacun a essayé de lever une sorte d'ambiguïté pour montrer aux investisseurs que le pays était prêt. Pour revenir à ce qui est des investissements, à ce qui était le thème principal de ce forum, ça veut dire ce qu'il faudrait faire sur le plan numérique pour que les investisseurs s'intéressent davantage au continent africain. On a suivi par exemple les interventions du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, qui était interrogé d'ailleurs par le président du groupe Jeune Afrique lui-même, Marouane Benyaoumene, et qui est revenu sur cette nécessité de travailler ensemble en parlant des pays africains, qu'il faudrait que les pays africains travaillent ensemble si ils veulent atteindre des résultats. Tous les cadres doivent être des cadres de collaboration pour qu'il puisse y avoir une réponse concertée et que, surtout sur le plan réglementaire, qu'on puisse standardiser la réglementation pour nous assurer que l'intégration sous-régionale ne soit pas, à travers un pays, une porte de fragilité ou de vulnérabilité pour les autres pays qui interagissent dans le cadre d'union monétaire, d'union économique ou d'union douanière. Donc c'est à l'échelle de tous les cadres d'intégration régionale, sous-régionale ou communautaire qu'il faut organiser la réponse et qu'il faut organiser la législation pour, comme nous l'avons fait dans d'autres secteurs, l'harmoniser ou l'uniformiser pour être sûr que nous évoluons au même rythme sur le plan réglementaire et qu'il n'y ait pas de concurrence qui ouvre la porte à des vulnérabilités qui, passant par un pays, peuvent affecter d'autres pays. Mais moi, j'attendais, parce qu'il y a des freins en Afrique, il faut qu'on se le dise, et tout le monde le sait. Il y a le plan réglementaire qui est souligné le président Bassirou Diomaye Faye. Mais parmi les handicaps qui freinent les investissements en Afrique, il y a bien sûr le problème d'infrastructure. Et on sait que jusqu'à présent, on est très loin du compte. Très peu d'Africains, très peu de pays africains disposent des infrastructures nécessaires dont auraient besoin justement les investisseurs dans leurs opérations économiques. D'abord, sur le plan routier, il y a beaucoup de pays dont le réseau routier laisse à désirer, même si le forum insistait surtout sur le plan numérique, mais le réseau routier en Afrique, dans plusieurs pays, est un frein important aux investisseurs. Mais le plus important des handicaps, c'est surtout des problèmes politiques. Il y a évidemment la stabilité politique dont je parlais tout à l'heure. Mais il y a également des rivalités entre les pays. Si on veut attirer des investisseurs, il faudrait normalement insister sur l'intégration régionale. Tout le monde le sait, tout le monde a essayé de le faire. Mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas? C'est parce que il y a des blocages au niveau régional. Je parlais des rivalités entre les 3 États du Sahel, et la Côte d'Ivoire et le Bénin. Vous savez que les 3 États du Sahel ont quitté la CEDEAO.
Et la CEDEAO, normalement, c'était une organisation, jusqu'à présent, c'est une organisation d'intégration régionale sur le plan économique. C'est une organisation au départ économique. Mais si les membres ne s'entendaient pas, comment voulez-vous que cela marche? Ça ne fonctionnera pas. La même chose pour l'EAC, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est. Ça devrait normalement fonctionner. Ils avaient pris des mesures qui étaient très importantes et salutaires sur le plan de l'intégration régionale. Par exemple, ils avaient pris des mesures visant à faciliter la circulation des populations et des biens d'ailleurs. Mais vous voyez, par exemple, à cause de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, dont le Rwanda est le premier responsable, tout est bloqué. Il y a des pays qui soutiennent la République démocratique du Congo. Il y a des pays qui sont proches du Rwanda. Et dans cette guerre, justement, personne ne parle de l'intégration économique. Cet intérêt, on a oublié ça, peut-être on y reviendra un peu plus tard, lorsque le conflit aura pris fin. Jusqu'à présent, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, sans cette intégration régionale, qui aiderait d'abord aux pays membres de parler d'une même voix, de travailler ensemble pour trouver les outils nécessaires en vue d'attirer les investisseurs, sera non fonctionnel. Cela, on a vu, pousse chaque pays à se mettre dans son coin et à élaborer une sorte de stratégie, de plan. Mais si on ne se met pas ensemble, on ne va pas parler d'intégration économique au niveau régional en Afrique de l'Est si la frontière entre le Burundi et le Rwanda est fermée. Et si la frontière est fermée, justement, c'est à cause des problèmes politiques. Donc, ça veut dire que pour parler des investissements, il faut d'abord résoudre les problèmes politiques. Et pour résoudre les problèmes politiques, il faut commencer par le niveau interne. D'abord, stabiliser le pays de façon démocratique, apprendre à transférer le pouvoir de façon pacifique, et puis parler, entretenir des relations pacifiques avec les voisins. Tant qu'il y a des pays qui agressent d'autres, cette sorte d'intégration ne sera pas possible, bien évidemment. Et donc, ce frein essentiel n'a pas été évoqué dans le forum d'Abidjan. C'est une lacune, et peut-être que les organisateurs, ceux qui dirigeaient cette assemblée, ne voulaient pas froisser quelques-uns des participants importants qui étaient présents. Et cela veut dire que si on n'ose pas se dire la vérité, il sera très difficile d'avoir de l'efficacité de telles assemblées. On parle, on fait des rapports, mais l'efficacité se fera attendre, puisqu'il y aura toujours des bâtons dans les roues des uns et des autres. Puisque justement, on ne lève pas les obstacles majeurs qui empêchent les investisseurs de venir en Afrique. Et vous savez, par exemple, pour revenir à l'Afrique de l'Est, vous savez, l'accord qui est en négociation à Washington entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Les États-Unis proposent des accords économiques. Ça veut dire qu'il faut que la guerre s'arrête pour que les entreprises américaines puissent aller investir dans l'Est de la République démocratique du Congo, notamment dans le domaine minier. Et le Rwanda, évidemment, serait aussi partie prenante de certains accords commerciaux. Ça veut dire que le Rwanda sortirait gagnant également
des accords qui sont en train d'être proposés. Ça veut dire que les États-Unis ont compris que la sécurité est essentielle pour la bonne marche des affaires. Autrement dit, les Américains disent, si vous n'arrêtez pas la guerre, si il n'y a pas la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, nos entreprises ne pourront pas investir. Évidemment, on ne peut pas aller investir et faire des affaires, du business dans une zone de combat. Cela se comprend. Et c'est pareil justement partout. Il faut d'abord résoudre ces problèmes de conflits qui existent un peu partout en Afrique. Personne n'ira, par exemple, investir maintenant au Soudan, puisqu'il y a la guerre. Sauf peut-être que les marchands d'armes qui en profitent. Mais personne n'ira investir là-bas. Il faut d'abord que la guerre s'arrête. Et même si, par exemple, pour revenir au conflit en République démocratique du Congo, le théâtre des combats se trouve à l'est de la République démocratique du Congo. Mais on accuse le Rwanda de soutenir la rébellion. Mais qu'on ne se trompe pas. Si le Rwanda est accusé, s'il y a des craintes que peut-être les Congolais pourront vouloir se venger et aller attaquer le Rwanda, aucune entreprise sérieuse ne viendra investir au Rwanda tant qu'il y a cette possibilité de guerre au Rwanda. Donc, ça veut dire que si on résout la crise à l'est de la République démocratique du Congo, s'il n'y a plus de possibilité d'invasion de la part du Congo, ça veut dire que le Rwanda aussi pourra retrouver cette possibilité, ces éventualités d'avoir des investisseurs. Et monsieur Rwanda, peut-être je parlais des infrastructures tout à l'heure, mais vous savez par exemple que il y a un autre handicap majeur aussi, qui est le manque d'énergie. Le Rwanda, par exemple, est un pays qui souffre beaucoup de son manque de réseau électrique essentiel à toute entreprise sérieuse. Mais là, c'est une autre histoire. Mais il y a des possibilités, comme ça avait commencé il y a longtemps, de collaborer avec les voisins, de nouer des partenariats, puisque, par exemple, en République démocratique du Congo, il y a des potentialités aussi d'avoir de l'énergie nécessaire à la fourniture aux pays voisins comme le Burundi et le Rwanda. Donc, tout ça pour souligner que la paix est nécessaire à tout investissement. Et il faudrait que les Africains comprennent que organiser de tels forums sur scission visible ne peut apporter aucune solution tangible. Il faut d'abord qu'on résolve des problèmes qui existent entre Africains eux-mêmes. Résoudre les problèmes qui existent entre l'AES et les autres membres de la CEDEAO, résoudre des problèmes qui existent à l'est de l'Afrique, au sein de la communauté des États de l'Afrique et de l'Est, résoudre des problèmes aussi qui existent dans d'autres régions de l'Afrique. Et dans ce cas-là, on pourra voir, par exemple, des forums organisés par l'Union africaine. Et si l'Union africaine s'y met, on ne verra pas un forum à Abidjan et un autre forum à Addis Abeba sur le même thème. Ça veut dire que chacun travaille pour soi et cela est déplorable. Donc, il faut une unité solide. Il faut apprendre à parler d'une même voix. Il faut apprendre à regarder dans une même direction. Il faut apprendre à se mettre ensemble pour parler d'une même voix aux investisseurs. Mais avant ça, il faut résoudre tous les problèmes, surtout liés au conflit. Et dans ce cas-là, les investisseurs viendront, puisque chacun sait que l'Afrique regorge de beaucoup de ressources et que
beaucoup la qualifient l'Afrique de l'avenir du monde. Mais pour cela, justement, il faut se départir de tous ces problèmes, de tous ces conflits inutiles. Et d'ailleurs, sachez que il y a des pays peut-être extérieurs au continent qui soutiennent bien sûr, comme le disent les Africains eux-mêmes, certaines rébellions pour déstabiliser le continent en vue d'empêcher cette union qui est tant désirée. Et évidemment, si on ne le voit pas, et si on ne sait pas de se mettre d'accord en vue de lutter contre ces déstabilisateurs extérieurs, rien ne pourra se faire. Évidemment, il n'y aura pas des investissements dont tout le monde a tant besoin. Et merci, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir et bon week-end.